Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez sûrement deviné, on va parler de ces monuments de la littérature dont on repousse la lecture à cause de tous les a priori qu'on peut avoir. C'est en ayant regardé la dernière vidéo de Emma de la chaîne Le Livre Hostile que j'ai eu envie de reprendre le concept. Mais je voulais changer un petit peu le concept. Je voulais d'abord commencer par quelques œuvres classiques dont je repoussais la lecture et puis j'ai passé le cap. Vous partagez les a priori que j'avais sur ces œuvres et comment s'est passée justement l'expérience de lecture. Et puis vous partagez quelques œuvres qui me font encore un peu peur aujourd'hui pour différentes raisons et je vous dirai lesquelles. On va commencer avec un classique que j'ai pu sortir de ma bibliothèque il n'y a pas si longtemps, c'était l'année dernière. Il s'agit de Dracula de Bram Stoker. On m'a souvent répété que Dracula était un classique de la littérature gothique, mais ce qui m'a longtemps freiné, c'est l'idée d'un roman assez daté, assez lent, peut-être même poussiéreux dans le style, sachant que j'ai toujours eu un peu de mal avec la littérature britannique du 19e siècle. Mais c'est aussi et avant tout le fait qu'on a l'impression de connaître l'histoire, l'intrigue, de connaître le livre via les mille une adaptations cinématographiques qui ont été faites jusqu'à aujourd'hui. Donc pourquoi vraiment le lire puisqu'on connaît déjà l'intrigue? Vous le savez sûrement, c'est un roman épistolaire, même si j'ai un peu de mal avec cette catégorisation puisqu'il s'agit de, enfin, le livre est composé effectivement d'échanges de lettres, mais aussi d'extraits de journaux et d'articles de presse. Donc, dans sa forme, il reste assez hybride. Ce que je voulais dire, c'est que justement le fait que qu'on suive l'intrigue via les correspondances des différents personnages, les événements sont répétés par tous les personnages dans leurs différentes correspondances et au bout d'un moment, c'est bon, on a compris, il s'est passé ça, pas besoin de nous le répéter par différentes voix. Et pour moi, vraiment, ce qui m'a un peu aussi ennuyée, c'est que je n'ai pas réussi à voir réellement différents points de vue. J'avais l'impression de lire le point de vue d'une seule personne. On a l'impression qu'ils ont tous la même voix, qu'ils ont tous la même approche. C'est vraiment dans des petits détails où ils divergent dans leur point de vue et j'irais même jusqu'à dire que j'ai trouvé par moments les personnages secondaires plus intéressants que les protagonistes ou les personnages principaux. Si vous avez envie de quelque chose de vraiment atmosphérique, au-delà de l'intrigue et de la caractérisation des personnages, peut-être que ça va vous plaire. Et effectivement, j'ai un avis assez biaisé vu que je l'ai lu dans une traduction. Ce qui est bien aussi pour démystifier justement ce grand mythe, c'est que c'est hyper accessible et au bout d'un moment, c'est vraiment fluide, mais c'est parfois chiant parce que tellement c'est redondant, tellement c'est répétitif et tellement les personnages sont très manichéens. C'est vraiment, on a le bon et le mauvais de manière très binaire. Et moi, c'est pas quelque chose qui m'emporte. Voilà. On reste dans la littérature britannique, on reste dans le 19e siècle, mais là, on passe d'un auteur à une autrice. Il s'agit de Frankenstein de Mary Shelley. On reste dans la littérature fantastique, gothique, de l'horreur un peu. Et là encore, j'avais un peu les mêmes a priori qu'avec Dracula, c'est-à-dire j'avais peur euh, d'une plume qui soit assez datée, assez poussiéreuse. J'avais peur de m'ennuyer. Et là encore, j'avais cet a priori de connaître l'histoire via les nombreuses adaptations également qui ont été faites. Je ne voyais peut-être pas trop l'intérêt de lire ce grand monument. Mais quelle était ma surprise? J'étais vraiment loin du compte parce que à l'inverse de Dracula, les nombreuses adaptations de Frankenstein ont tellement diminué l'œuvre en elle-même, la richesse de cette œuvre. Bref. Et au final, après avoir vu quelques avis
sur le livre, je me suis lancée dedans. Et là, vraiment la claque. Vraiment la claque. Pour le coup, là, j'avais vraiment pas du mal à rentrer dedans. Même si peut-être c'est un peu le style, encore une fois, là, je parle d'une traduction. C'est vrai que là, c'était peut-être un peu moins, comment dire, peut-être un peu plus studieux. Je sais pas quel est le terme qui serait le plus adéquat, mais c'était moins simple que Dracula, par exemple. Mais vraiment, ça ne m'a pas empêché de rentrer dedans, de ne ressentir aucune difficulté, tellement l'œuvre en elle-même, l'intrigue en elle-même est d'une richesse, d'une profondeur. Les thématiques abordées, thématiques de la création, l'éthique scientifique, les responsabilités et surtout la conséquence du regard du jugement extérieur sur vraiment la création de monstres, c'est tout me parlait. Donc vraiment, j'ai fait abstraction peut-être des difficultés linguistiques euh, au vu de vraiment l'intérêt que j'avais pour le traitement de ces thématiques, pour les thématiques et leur traitement. C'est pour moi une œuvre magistrale qui est tellement loin du stéréotype véhiculé par le cinéma. Et on se demande pourquoi une œuvre d'une autrice et une œuvre d'un auteur, on se demande pourquoi le traitement est complètement différent. Bref, ça c'est un autre sujet. J'aimerais bien un jour faire justement une étude comparative du traitement de ces deux œuvres qui sont de la même époque, qui sont de la même origine, donc de la littérature britannique, et, et vraiment faire une étude sur leur traitement dans le cinéma, comment les deux œuvres ont été traitées, comment l'une a été malmenée et l'autre a été beaucoup plus nuancée, beaucoup plus enrichie. C'est un autre sujet. Peut-être qu'un jour je ferai cette vidéo. Bref, donc ce que je pourrais vous dire, c'est que ne vous attardez pas sur ce que vous connaissez de l'œuvre via les autres médiums, notamment le cinéma ou peut-être la série ou quoi. Lisez Frankenstein si vous l'avez pas encore lu. Moi, à chaque fois que j'en parle, j'ai juste envie de relire ce chef-d'œuvre et connaissant tout le contexte d'écriture, on se dit la meuf, elle était balèze. On reste à la même époque, mais on change de pays et on va passer à la littérature française avec le Comte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas. En vrai, le plus gros a priori que j'avais sur ce livre, il est très visible, il s'agit de sa taille. J'avais aussi peur de lire un gros monument de la littérature française du 19e siècle qui pouvait être peut-être lourd dans le style, qui pouvait peut-être être assez difficile d'accès, et finalement pas du tout. Et en réalité, j'ai découvert que Alexandre Dumas est juste le précurseur du cliffhanger. Le Comte de Monte-Cristo vraiment se lit comme en binge-watch une série Netflix. À chaque chapitre, on a envie de lire le suivant. C'est d'une fluidité incroyable, très addictif. Tous les personnages sont hyper bien construits. Ils ne sont pas manichéens. Au contraire, c'est très nuancé. C'est divertissant à souhait. On voit pas les pages, vraiment, on voit pas les pages passer. Ce qui m'a le plus surprise, c'est que Alexandre Dumas ne divertit jamais au détriment du fond. Parce que, comme je vous l'ai dit déjà de 1, tous les personnages sont extrêmement bien construits, très bien caractérisés. Et Dumas fait des focus sociopolitiques de cette époque. Derrière la vengeance spectaculaire, Dumas va nous offrir une critique de la société de l'époque avec tout ce qu'elle peut comporter de corruption, de d'injustice et des rapports de pouvoir qui existaient à cette époque-là et qui malheureusement pour beaucoup de choses c'est encore d'actualité. En fait, notre société ne fait que régresser quoi. Est-ce qu'on va changer d'époque? Non. Est-ce qu'on va changer de pays? Non. On reste dans la littérature française, 19e siècle, et il s'agit d'un grand nom
de l'époque et d'aujourd'hui encore, et il s'agit de Zola avec l'Assommoir. C'est le premier texte que je lis de cet auteur. Les a priori que j'avais de sa littérature, c'est que j'avais juste peur de m'ennuyer parce que il faut savoir que j'ai été traumatisée dans ma jeunesse par les descriptions interminables de Balzac et j'avais mis Zola dans le même panier. Mais quelle erreur! La lecture de l'Assommoir m'a vraiment donné tort. Parce que effectivement, il s'agit d'un roman assez tragique. On va parler d'alcoolisme, on va parler de chute sociale et de misère sociale. Mais la plume de Zola, elle est vivante, elle est entraînante. Il a ce talent de vraiment de nous emporter, de nous embarquer dans cette société de l'époque. Quand il pose le décor, on arrive à tout visualiser. Et la caractérisation là, encore une fois, Zola est un chirurgien de la psychologie. Il dissèque ses personnages de telle manière qu'on a l'impression vraiment de les connaître profondément. Le rythme est soutenu, on s'ennuie jamais malgré les descriptions. Les descriptions ne sont pas ennuyeuses, ne sont pas barbantes. Au contraire, elles contribuent à vraiment nous faire visualiser l'environnement dans lequel gravitent ces personnages. Les dialogues sont puissants. Et ce que je retiens vraiment de l'Assommoir est quelque chose auquel je m'attendais absolument pas, c'est son humour. Il y a un humour incisif dans l'Assommoir qui vraiment, par moments, j'ai ri aux éclats malgré la tragédie. Il y avait des moments comme ça où j'avais l'impression que Zola nous disait, là c'est un peu trop étouffant pour vous, je vais détendre l'atmosphère. Et il détendait l'atmosphère. C'est d'une cruelle vérité, mais jamais sadique en vrai. L'ambiance peut paraître parfois étouffante, mais elle n'est jamais statique. On déambule avec les différents personnages, on assiste à cette descente aux enfers avec toujours beaucoup de compassion, beaucoup d'humanisme. Il dissèque surtout une société, un système, les mécanismes existants. Zola, c'est vraiment la découverte d'un auteur qui nous transperce et qui aujourd'hui encore arrive à émouvoir, arrive à nous faire ressentir des émotions qu'on a parfois l'impression d'oublier. Vous allez vraiment pas vous sentir mis sur le bas de côté, quoi. Vous allez être embarqué et vous allez vivre des expériences, des aventures, des ascenseurs émotionnels qui font parfois mal au cœur, mais toujours avec beaucoup de compassion et avec une plume qui est magnifique tout simplement. Pour le coup, on va changer d'époque et on va changer aussi de pays et il s'agit de À l'Est d'Éden de John Steinbeck, donc de la littérature états-unienne du XXe siècle. Alors pour le coup, À l'Est d'Éden, j'avais des a priori basés sur ma lecture des Raisins de la colère, titre avec lequel j'ai découvert Steinbeck. Et comme j'avais trouvé à la lecture des Raisins de la colère une certaine exigence stylistique, j'avais peur de retrouver cette même complexité dans À l'Est d'Éden. Et finalement, pas du tout. Peut-être parce que je m'étais familiarisée avec la plume de l'auteur, j'en sais rien. Mais en tout cas, À l'Est d'Éden, j'ai trouvé que c'était plus entraînant. Et je ne dis pas que je n'ai pas aimé Les raisins de la colère. Au contraire, pour moi, c'est un livre qui est nécessaire et qui devrait même être imposé dans toutes les écoles du monde, dans tous les lycées du monde, tellement c'est une lecture que je trouve politiquement nécessaire. Bref, ça c'est un autre sujet. On reste sur À l'Est d'Éden. Même si je vous avoue que là encore, ce qui me faisait peur aussi, c'est que quand même c'est une pavasse de quasiment 700 pages et regardez-moi s'il vous plaît comment c'est écrit. C'est minuscule. Mais malgré tout ça, ce qui parfois pour moi est vraiment bloquant à la lecture, si je n'ai pas de confort de lecture, mais quand ça se passe bien,
quand je m'immerge dedans, quand ça me plaît, quand ça me parle, ça passe crème. Et alors, vous le voyez là, moi de base, j'annote jamais, je mets jamais de post-it ou quoi que ce soit. Là, j'ai éprouvé le besoin de le faire tellement c'est une œuvre riche. J'avais l'impression vraiment de lire une étude sociale qui vraiment interroge des questions fondamentales, peut-être aujourd'hui un peu, je dirais pas dépassées, mais peut-être la vision des choses est peut-être dépassée à certains moments, mais qui interroge les conceptions du mal, du bien, du libre arbitre. Mais ce n'est pas forcément ce que j'ai retenu. J'ai retenu beaucoup d'autres choses, notamment une critique sociale de la société états-unienne de cette époque-là, notamment tout ce qu'elle peut comporter de racisme, tout ce qu'elle peut comporter de traitement des étrangers. Mais en dehors de tout ça, on a vraiment encore une fois, à la John Steinbeck, on a une vision assez engagée. Il y a beaucoup de réflexions dans cette œuvre qui donnent à réfléchir, je trouve, aujourd'hui encore. Je termine cette première partie avec une dernière œuvre, mais il y a beaucoup d'autres œuvres qui sont considérées comme des classiques, des monuments de la littérature, dont on repousse la lecture, que j'ai lu et ça s'est très bien passé. Donc si vous voulez une seconde partie de cette partie de la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Dites-moi aussi si vous avez lu ces livres et comment ça s'est passé pour vous. Alors je termine avec L'art de la joie de Sapienza. Alors c'est un livre qui a été plébiscité sur les réseaux il y a quelques années et on en parlait comme un monument de la littérature féministe assez dense et radicale. Je vous présente ça comme des a priori que j'ai pu avoir, mais pas du tout. C'est ce qui m'a donné envie de découvrir ce livre. Sauf que je suis tombée sur plusieurs retours de lecture, d'abondant aussi de lecture, et ça m'a un peu refroidi, mais cela dit, ça ne m'a pas empêché d'avoir envie de m'en faire ma propre opinion, mais quand même, il reste assez gros. Et comment vous dire, franchement, tous les a priori que j'aurais pu avoir ont très vite disparu dès les premières pages. Je suis tombée sous le charme de la plume de cette autrice. Je suis tombée sous le charme de cette plume extrêmement fascinante. On parle souvent du flux de conscience chez Virginia Woolf à juste titre, puisque dans les œuvres de Virginia Woolf, on navigue d'un personnage à l'autre via leur réflexion et leurs pensées. Ici aussi, c'est le cas, sauf que là, on va suivre un seul point de vue, qui est celui de la protagoniste, qui est Modesta, mais qui est traversé par la voix de la narratrice, au point où la frontière entre les deux, elle devient vraiment poreuse. Et c'est ce qui m'a fascinée. Au début, c'était un peu déroutant parce qu'on a du mal à se situer puisqu'on oscille entre ces deux voies, mais aussi entre le passé et le présent, au point où vraiment les images se superposent et on a un peu du mal à se situer, mais très vite, ça devient extrêmement addictif, voire jouissif dans sa forme. En fait, pour moi, c'est un livre qui donne envie d'écrire, tellement c'est bien écrit, tellement sa forme, elle est euh, aussi déroutante que fascinante. La plume de l'autrice, encore une fois, malheureusement, c'est dans sa traduction. La plume de l'autrice, elle est poétique, engagée et extrêmement pertinente, mais dans sa forme qui est extrêmement particulière dans ce fait de naviguer entre le passé et le présent, entre la, les pensées de Modesta et la narratrice. Je dis narratrice, je la genre au féminin parce que l'autrice, elle est une femme, la protagoniste est une femme, donc pour moi la narratrice est aussi une femme.
Et je comprends pourquoi on qualifie ce texte d'exigeant et de dense, parce que c'est vrai qu'on va traverser plusieurs événements historiques, c'est une épopée historique, puisqu'on va débuter en 1900 en Italie, en Sicile, jusqu'à peut-être 1950, 60, je me rappelle plus en vrai. Le texte est découpé en plusieurs parties et à chaque fois il y a des sauts dans le temps. Ce n'est pas dit explicitement quand est-ce que ça se termine, mais en faisant le calcul, c'est à peu près les années 60, je dirais. Donc on va traverser plusieurs événements historiques et on va suivre cette jeune fille, jeune femme, Modesta. Pour moi, avant tout, ça reste mon point de vue, c'est vraiment l'histoire d'une femme qui refuse de se laisser abattre, une femme qui refuse aussi le déterminisme social, qui va aller à l'encontre de ça. Elle va casser toutes les barrières, que ce soit de classe, les barrières politiques, de sexualité aussi. C'est une femme qui ne s'excuse jamais d'exister, qui ne s'excuse jamais d'avoir les opinions qu'elle a, qui ne, comment dire, qui se bat pour avoir ce qu'elle veut avoir, qui va faire en sorte de dépasser même les personnes qui viennent d'autres classes, les personnes qui ont eu accès à l'éducation. Elle n'a pas eu accès à cette éducation, mais avec toute la curiosité qu'elle a et tous les efforts qu'elle va faire, elle va accéder à l'éducation, elle va accéder à des milieux sociaux dits bourgeois et petit à petit, elle va dépasser toutes les personnes qu'elle va fréquenter dans la réflexion, parce que c'est une personne qui est énormément dans la réflexion. C'est une personne qui ne cesse de s'éduquer, qui ne cesse de se questionner et qui ne cessera jamais de se battre à aucun moment, parce que elle a ce que les autres n'ont pas, l'art de la joie. Je vous rappelle qu'on est en Italie, dans les années les plus critiques de l'histoire. Il faut savoir que quand même, l'autrice est la fille de deux militants socialistes antifascistes. Donc c'est vraiment une œuvre euh, anarcho-socialiste. Et on va avoir justement à travers plusieurs personnages, différents points de vue qui vont se confronter, qui vont aller même plus loin. J'en ai terminé avec les livres que j'ai repoussés, que finalement j'ai lus et qui étaient pour le coup, tout ce que je vous ai présenté là était vraiment accessible à tout le monde, je trouve. Et là, on passe à ces monuments que je repousse encore aujourd'hui et je vous dirai pourquoi. Commencer peut-être un peu fort puisque je vais vous parler d'un texte philosophique. Il s'agit de La République de Platon. La philosophie, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, mais faut pas se mentir, ça reste quand même des concepts parfois assez abstraits, assez hermétiques aussi. Donc, je préfère plus regarder des vidéos où on fait de la vulgarisation des concepts philosophiques que de lire à proprement parler de la philosophie. Même si j'ai lu quelques textes de Platon que j'ai trouvé en l'occurrence assez accessibles, j'ai peur de ne pas avoir peut-être les outils nécessaires pour appréhender ce texte, qui par ailleurs est assez dense, et regardez comment c'est écrit. Donc ça ne m'encourage pas à me lancer dedans, même si mon mec n'arrête pas de m'encourager, de me pousser à le lire. Je n'ai pas les termes philosophiques, mais j'ai des conceptions dans ma tête qui portent des noms que je connais pas. Et donc, à chaque fois, il me conseille de lire La République. C'est un texte quand même qui est réputé pour traiter des concepts de justice, de politique, de la cité idéale. Il y a beaucoup de théories, d'idées dedans. Mais je sais pas. Je le lirai certainement un jour ou l'autre.
Mais pour le moment, la forme en elle-même déjà me fait peur. Le truc, il fait dans les 400 pages. Waouh, il y a même des, c'est abusé. Il y a même des maths dedans. J'avais pas vu ça, je découvre. Ah bah. Donc, si vous l'avez lu, s'il vous plaît, dites-moi comment s'est passée l'expérience de lecture. Je n'ai pas fait d'études de philosophie. C'était vraiment une matière qu'on a effleurée à l'école et en plus, même pas en français. Donc, pour vous dire que je n'ai pas forcément les notions nécessaires. Je passe à un autre texte. Là, en l'occurrence, c'est plus médiéval, je pense. Alors, il s'agit de la Divine Comédie de Dante. C'est un texte que j'ai envie de lire depuis des lustres, mais je ne passe pas le cap et je vais vous dire pourquoi. Alors déjà de c'est sa forme, donc c'est des chants en vers. J'ai Je ne suis pas familière de poésie déjà de base, même contemporaine. J'ai peur que ce soit un peu trop poétique pour que ce soit accessible, pour que la compréhension soit accessible, un peu comme par exemple l'Iliade. J'ai un peu peur de ça. Mais c'est surtout, là encore une fois, c'est mon mec qui mis en tête d'autres a priori. Pour lire la Divine Comédie, il faut quand même avoir le contexte historique parce que c'est bourré de références, parce que l'auteur règle ses comptes avec différentes personnalités de l'époque et comme moi je suis une grosse flemmarde, je n'ai pas envie de me retrouver à chaque phrase à devoir faire des recherches. Au vu des nombreuses œuvres qui font référence à la Divine Comédie que j'adore et j'adore tout l'intrigue en elle-même, ce qui s'y passe, ce qui est présenté dans cette œuvre. Je sais que ça va me plaire, mais j'ai peur justement que les différentes références que je n'ai pas vont être un obstacle à la compréhension. Donc encore une fois, là, je repousse cette œuvre que j'ai envie de lire malgré tout. Dites-moi là encore une fois si vous l'avez lu, si c'était accessible, si vous avez passé outre des nombreuses références et que ce n'était pas forcément nécessaire. Je pense par exemple aux Misérables de Victor Hugo que je suis en train de lire en ce moment. Il y a plusieurs focus historiques qui sont importants, qui sont intéressants à lire, mais qui ne sont pas forcément nécessaires à l'intrigue principale. Donc, je sais pas, est-ce que c'est le cas aussi là, ou c'est vraiment dans le cœur de l'intrigue. Sur un autre registre, il s'agit, en général, de la recherche de Proust. Je n'ai jamais essayé de lire Proust, donc j'ai des a priori basiques qui sont le fait que déjà c'est hyper lent, mais j'ai beaucoup plus peur du style de Proust, j'ai peur de m'ennuyer. En fait, j'ai vu plein de gens en parler, par exemple Floris de la chaîne Flowfly ou bien Emma de la chaîne Le Livre Hostile. Il me donne envie de le lire. Il me donne envie de commencer la recherche, mais je sais pas. Je me sens pas prête. J'ai peur de passer à côté. Les retours de Floris, que c'est très entraînant, que c'est pas du tout aussi ennuyeux qu'on peut le penser. Et ça m'encourage, mais en même temps, je sais pas, j'ai peur de trouver ça ennuyeux, j'ai peur de passer à côté du style de Proust. Et s'il vous plaît, c'est hyper petit, c'est pas confortable à lire. Donc c'est des petits trucs qui font que je repousse la lecture. Mais encore une fois, je sais qu'un jour ou l'autre, je lirai Proust, je lirai la recherche de Proust. Je trouve que parfois, nos a priori sont basés sur juste la peur d'être jugé. Je m'explique. Par exemple, moi avec Proust, j'ai peur de ne pas aimer et j'ai peur de pas assumer le fait de ne pas aimer. Alors que non, c'est pas parce que c'est un monument de la littérature que
qu'il faut absolument adorer, qu'il faut absolument dire qu'on a adoré. On a, Dieu merci, on a notre propre regard, notre propre opinion, et celle-ci, elle compte. Donc, on a le droit, justement, de ne pas aimer. Mais en moins, apprécier ma lecture, passer un bon moment de lecture. J'ai envie de ça. Et comme j'ai peur de ne pas avoir ça, je repousse la lecture. Je me dis que peut-être en prenant de l'âge, je vais forcément apprécier. C'est basé sur rien. Je vous ai dit, parfois nos a priori sont basés sur rien du tout. Mais je vais passer le cap, je sais. Peut-être cette année, peut-être l'année prochaine, j'en sais rien, mais je passerai le cap. Là encore, on passe à un autre registre. Il s'agit de Le Carnet d'or de Doris Lessing. C'est un livre qu'on qualifie comme étant un roman féministe, engagé, assez dense, donc un peu comme l'Arc de la joie, moi ce qui me donne envie de le lire. Mais en même temps, j'ai peur que ce soit un peu trop expérimental à mon goût, au vu de sa construction qui est composée de plusieurs carnets, donc c'est une construction assez fragmentaire, donc ce n'est pas un récit linéaire. J'ai peur avec mes troubles de l'attention et de concentration de ne pas réussir à suivre. On qualifie aussi l'œuvre comme étant expérimentale, qui alterne entre fiction et réflexion personnelle. J'ai peur aussi que ce soit peut-être un peu trop intellectuel. Je le lirai, c'est sûr. Ah, je viens de voir, je vous lis ça. On a les avis de la presse par rapport au livre. Là, je viens de lire, la critique britannique l'a comparé à Simone de Beauvoir, celle du deuxième sexe. Mais le Carnet d'or rappelle aussi les mandarins. Doris Lessing possède toutefois un talent parfaitement original où passe une expérience d'une singulière richesse, un gros et grand livre. Bon, déjà, le fait qu'on le compare au deuxième sexe que je n'ai pas réussi à lire, je n'y arrive pas avec, voilà, j'aurais pu vous présenter, enfin, vous présenter Simone de Beauvoir tout court. Je n'y arrive pas. Je trouve que c'est hyper froid, hyper clinique. Donc, le fait de le comparer à cette œuvre me fait encore plus repousser la lecture de celui-ci. J'enchaîne et je termine avec Ulysse de James Joyce, qui m'a donné envie de lire ce livre d'un auteur que je n'ai jamais lu par ailleurs. C'est vraiment des émissions de France Culture où il y avait une lecture d'un extrait du livre que j'ai adoré, qui m'a tout de suite captivée. Et c'est devenu de suite une sorte d'obsession. Je voulais lire Ulysse de James Joyce. Et donc je l'ai acquis et avec toute la naïveté dont je pouvais faire preuve, je me suis lancée dedans. Et j'ai vite arrêté au bout de peut-être 70 pages. Je peux passer outre euh, tout l'aspect linguistique, stylistique. Si j'arrive à comprendre, je peux passer outre. Ça me dérange pas de ne pas appréhender l'œuvre dans sa globalité. Tout ça, ça me dérange pas. Je pense que vous l'ignorez pas. On suit une épopée sur 24 heures. On va suivre plusieurs points de vue de plusieurs personnages et c'est un récit construit sur les étapes donc de l'Odyssée dans un monde moderne. Moi, ce qui m'a un peu laissé de côté, c'est la multitude de références. Je pense que c'est au même titre que la Divine Comédie. Là, l'auteur, en fait, il y a une utilisation à outrance de références et bibliques, et mythologiques, et politiques, et historiques. Et je ne pense pas, enfin, c'est pas que je ne pense pas, c'est un fait avéré, je n'ai pas la connaissance de toutes ces références et je me suis retrouvée à chaque fois à faire des recherches en parallèle et encore une fois, je suis une grosse flemmarde. Je pense que c'est vraiment un récit qu'il faut peut-être lire une première fois
juste pour se familiariser déjà avec la plume de l'auteur et puis faire des recherches, etc. et en refaire une autre lecture, voire plusieurs autres lectures pour vraiment appréhender l'œuvre dans sa globalité. Là, pour le coup, je n'ai pas forcément la volonté et l'énergie pour me lancer dedans, ne serait-ce que pour une première lecture, mais je le ferai très certainement parce que j'ai envie de découvrir cette œuvre. Cet extrait me reste en tête. Il m'a tout de suite happé, il m'a tout de suite captivé, mais c'était un peu fourbe de la part de France Culture parce que l'extrait qu'ils ont choisi, c'est un extrait assez basique qui ne rend pas hommage réellement à la complexité et stylistique et référentielle de l'œuvre. Donc voilà, c'est une œuvre. Donc Emma, tu n'es pas la seule. Moi aussi, en fait, je me suis essayée et j'y arrive pas. C'est la dernière œuvre dont je voulais vous parler. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir. Que vous dire de plus? On se retrouve très bientôt. La bise!